il y a des méthodes que les gens connaissent mieux, des méthodes contraceptives. Parce que la méthode unique, c'est tout à fait nouveau. Les gens, c'est ça qui est nouveau. Bon, la méthode contraceptive. Ou alors, est-ce qu'il y a des sœurs ici qui utilisent le contraceptif? Est-ce qu'il y en a qui utilisent les contraceptifs? Ou alors qui ont eu à utiliser? Oui. La sœur, tu utilisais quel contraceptif? Le Norplan. Il y a quoi d'autre? Oui. Comment? Les injections. Oui. L'injection, elle agit toujours presque de la noisette. Oui. Et quoi d'autre? Et il y a quoi d'autre? Le stérilet. Le stérilet, voilà. Ok. Et quoi d'autre? Préservatif. Le préservatif. Okay. Voilà. Le préservatif. Voilà. Bon, c'est sûr qu'il y a d'autres. Il y a ce qu'on met là, c'est les bateaux là, mais ça. Oui, c'est le Norplan. Le Norplan. Il y a quoi d'autre? Voilà, et alors, vous qui utilisez ces contraceptifs, est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Vous savez comment ça fonctionne dans l'organisme, comment ça agit? Tout ce que je sais, c'est que c'est hormonal. Comment? Ça agit sur les hormones. Ça agit sur les hormones, effectivement. Et ça agit comment? Qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est là le problème. Parce que généralement, on vous les prescrit ou on vous les donne, mais généralement, on ne vous dit pas comment ça fonctionne. On ne vous dit pas comment ça fonctionne. On ne vous dit pas quels sont les inconvénients. Parce qu'il faut que nous sommes en train de vouloir montrer, vous présenter par exemple quelque chose de nouveau. Il faut déjà qu'on vous montre également comment d'abord, pourquoi vous ne devez plus utiliser ce qui existait déjà, n'est-ce pas? Je crois que c'est important, n'est-ce pas? Alors, là, on parle du Norplan. Parce que le Norplan, les injections, comme ça fonctionne presque de la même manière. Parce que même les pilules. Parce que les pilules, par exemple, qu'on connaît mieux. Les pilules apportent dans le corps de la femme une hormone. L'hormone, je crois que c'est la progestérone, je crois. Cette hormone, c'est l'hormone qui protège la grossesse. Ça protège la grossesse. Et en même temps, quand la femme consomme la pilule, cette pilule joue deux rôles. La pilule injecte dans le corps de la femme la progestérone. L'hormone qu'on appelle la progestérone. Et cette hormone, par exemple, et cette progestérone, en état normal, quand cette hormone, ça c'est l'hormone qui est sécrétée par l'organisme de la femme quand la femme est grosse. En temps normal, cette hormone intervient dans le corps de la femme de façon naturelle quand la femme est grosse. Et ça vient pour faire deux choses. Pour ordonner la fermeture du col de l'utérus, pour protéger l'enfant qui est déjà dans l'utérus. N'est-ce pas? C'est pour protéger l'enfant et en même temps, ça ordonne la fermeture, l'arrêt de l'activité des ovaires. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est là. Donc, la pilule apporte dans le corps de la femme cette hormone, la progestérone.
cette même progestérone, de toute façon que la femme qui consomme la pilule, alors le corps, par exemple, vit avec l'impression qu'il y a une grossesse en place. Je ne sais pas si vous voyez ça. Alors, il y a une grossesse en place, et s'il y a une grossesse en place, cette hormone demande alors aux ovaires de ne plus fonctionner. Parce que s'il y a une grossesse en place, les ovaires vont fonctionner pourquoi? Donc ça ne sert à rien de continuer à fabriquer des ovules. Donc pendant toute la période où la femme sera sous pilule, les ovaires vont passer le temps à dormir. Ou alors ils seront en arrêt d'activité, n'est-ce pas? Arrêt d'activité. Ça veut pas, donc tout se passe comme si la femme est gauche. C'est pour ça que même les signes de la grossesse, la femme va les ressentir. Les membres vont se gonfler, en fait les pieds se gonflent, elle peut prendre du poids, et ainsi de suite. Parce qu'effectivement, il y a cette hormone qui est en train d'agir dans l'ovalisme. Et puis maintenant, les ovaires, cette femme va passer peut-être, comme elle ne veut pas d'enfant, elle va passer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans sous pilule, parce qu'elle ne veut pas d'enfant. Et puis à la fin de la 3e année, elle va vouloir, elle peut avoir l'idée, par exemple, d'arrêter la pilule pour avoir un enfant parce qu'elle vient de se marier, n'est-ce pas? Parce que, alors, et c'est à ce moment maintenant qu'un autre problème va se poser. Parce que les ovaires ayant dormi pendant 3 ans environ, c'est bien facile que quelqu'un qui a dormi pendant 3 ans puisse passer du petit sommeil au sommeil définitif. Je ne sais pas si on s'y comprend. Donc les ovaires, quand vous leur avez demandé de dormir, ils peuvent continuer à dormir comme ça indéfiniment. Alors, et cette femme va commencer maintenant un autre travail auprès des médecins pour leur demander, voilà, je veux un enfant, alors aidez-moi à avoir un enfant, et c'est sûr. Donc, c'est ça pour la pilule, et c'est presque la même chose, parce que le non-plan apporte dans l'organisme de la femme presque la même chose, presque cette même cette hormone, avec la différence qu'avec le non-plan, elle a le non-plan ou l'injection, elle a ça en permanence dans le corps, alors que la pilule, tu consommes chaque fois pour avoir cet apport d'hormones de façon constante dans l'organisme. Vous voyez, est-ce que chacun a compris? Et est-ce que c'est bon, la pilule? Voilà. La pilule, c'est très bien. Voilà. Donc on peut déjà éliminer la pilule. Le stérilet, hein? Le stérilet, on l'appelle encore le dispositif intra-utérin. Dispositif intra-utérin. C'est un dispositif, c'est sous forme de Y. C'est sous forme de Y. Et c'est le médecin qui introduit le stérilet dans l'utérus de la femme. Il introduit le stérilet dans l'utérus. Et ce stérilet qui est inséré dans son utérus, ça ne l'empêche pas d'ovuler normalement. Elle ovule normalement. Et ça n'empêche pas non plus la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes, dans le cas où elle a une relation normale avec son époux. Mais alors, le stérilet, son rôle, c'est tout simplement d'empêcher la nidation. Empêcher la nidation. C'est-à-dire que quand l'ovule rencontre le spermatozoïde, on dit déjà qu'il y a un fœtus qui est en germination, n'est-ce pas? Alors, ce fœtus, par exemple, descend des troncs et vient, par exemple, se fixer au niveau de l'utérus. Et c'est au niveau de l'utérus maintenant que le fœtus va grandir et après 9 mois, va donner naissance à un enfant. N'est-ce pas? Voilà, bon, mais malheureusement, l'œuf fécondé, quand il descend au niveau de l'utérus, pour se nider, et il vient et rencontre en place un intrus qu'on appelle le stérilet, n'est-ce pas? Le stérilet lui intime l'ordre de sortir. Vous voyez donc, le stérilet l'empêche de se fixer. Ça l'empêche de se fixer, il est obligé de sortir. Et donc, et à ce moment,
à ce moment donné, quand l'œuf descend pour s'élider, j'ai l'impression, je me dis qu'il n'a même pas la taille d'un grain de riz. Il n'a même pas la taille d'un grain de riz. Alors, si bien que quand le stérile empêche ou alors oblige cet œuf-là de sortir, vous appelez ça quoi? C'est l'avortement. Même si à cette époque, l'enfant est encore vraiment embryonnaire. Pour moi, je pense que dès que Dieu permet à l'ovule de rencontrer le spermatozoïde, il y a déjà une vie qui a commencé. Il y a déjà une vie qui a commencé. Alors, si bien que si quelqu'un porte atteinte à cette vie-là, tu as tué. Hein? Si tu portes atteinte à cette vie, tu as tué. Donc, parce que tu as détruit. Donc voilà, le stérilet, c'est un moyen par lequel l'ennemi amène les femmes à avorter régulièrement, sans s'en rendre compte. Parce qu'elle va avorter, mais cet avortement, elle ne saura jamais qu'elle a avorté. Alors, si bien qu'elle va dans un témoignage, elle pourra dire un jour, je n'ai jamais avorté. Je n'ai jamais avorté. Alors qu'en réalité, elle avorte peut-être à tous les cycles. À tous ces cycles. Oui, sans le savoir. Oui. Donc, ça, c'est sans le savoir. Bon, voilà. C'est pour ça que le stérilet n'est pas bien. La pilule, ce n'est pas bien. Leur plan, tout ça, ce n'est pas bien, et c'est sûr. Le préservatif, ce n'est pas, ça ne préserve pas autant. N'est-ce pas? Ça ne préserve pas autant. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu mets le préservatif, n'est-ce pas? Déjà, tu n'as pas. Tu consommes, par exemple, tu fais un acte sexuel. En réalité, ce n'est pas. C'est comme si tu te masturbais, n'est-ce pas? C'est comme si tu te masturbais quand tu mets le préservatif pour faire un acte sexuel. Et même ce préservatif, il y en a, c'est le caoutchouc, il y en a par exemple qui explosent pendant l'acte sexuel. Ça peut arriver. Et si ça explose pendant l'acte sexuel, un frappement de ce préservatif peut aller se loger, par exemple, dans les replis du vagin, et pourra causer une infection ou autre chose. N'est-ce pas? Donc, ça par exemple, c'est pour dire, bien aimé, que tout ce qu'on appelle préservatif, de façon générale, c'est à proscrire. Je ne sais pas, ça c'est ma conclusion. Je ne sais pas si on est d'accord pour cette conclusion-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui va le dire dans tout ce que nous venons de dire là? Est-ce que nous devons continuer à consommer les préservatifs, ou alors les contraceptifs? Et déjà quand le nom le dit, contraceptif, le nom même est déjà révélateur. C'est quelque chose qui est contre la conception. Contre la conception. Donc, alors, est-ce que c'est ça notre objectif? Est-ce que nous sommes là pour lutter contre la conception? Voilà. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point? Jusqu'à ce où? Voilà. Donc, voilà, bien aimé, c'est pour ça que, d'une façon générale, allez-y, parce que déjà, moi-même, le cadre, si ça me fait peur. En tout cas, garder les questions. La façon que le pasteur pose les questions, les gens s'en rendent. Vous allez aller jusqu'au bout de l'équilibre. Alors, je dis, vous ne réagissez pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou bien parce que vous êtes convaincu. Est-ce que c'est ça? Vous pouvez lever le doigt. Hein. Est-ce que ce que nous racontons là, c'est de. Est-ce que ça tient? Je pense qu'ils sont silencieux parce qu'une question retentit dans leur esprit. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils voulaient savoir jusqu'au bout. Je crois qu'ils se disent, et comme on n'utilise pas ça, on va donc faire comment donc les enfants vont seulement entrer. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont sceptiques. Alors c'est ça, n'est-ce pas? Mais si c'est ça, voilà notre question, c'est que nous sommes là pour proposer autre chose. Amen. Parce qu'on ne peut pas, quand on ferme une porte, on doit forcément ouvrir une autre. N'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas fermer la porte.
sans donner l'occasion de sortir par une autre porte, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc, bien aimé, d'une façon générale, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons mettre une croix sur tout ce qui est contraceptif. Sur tout ce qui est contraceptif. Parce que moi, ça m'a fait mal un jour. C'est l'épouse d'un pasteur qui racontait, par exemple, toutes les misères, par exemple, qu'elle subit parce qu'elle utilise le stérilet. Le stérilet. C'est-à-dire elle disait comment elle souffre, comment, par exemple, elle a été infectée, comment elle a été ceci, elle a été cela. Mais seulement, justement, elle ne savait pas le plus gros, c'est-à-dire, elle ne savait pas qu'elle avortait également en utilisant le stérilet. Elle se plaignait tout simplement de l'infection et autre chose. Voilà. Donc, bien aimé, c'est pour ça que tout ce que nous appelons contraceptif, nous allons être petits, et nous proposons à la place de la contraception, voilà, si tu peux passer le papier, à la place donc, des méthodes contraceptives, nous proposons les méthodes naturelles. Les méthodes naturelles. Elles sont dites naturelles, pourquoi? Parce que pour l'utilisation des méthodes naturelles, on n'introduit rien dans l'organisme. On n'introduit rien dans l'organisme. On cherche plutôt à savoir comment l'organisme fonctionne et on se sert, par exemple, de cette connaissance qu'on a de l'organisme pour pouvoir fonctionner. Et cette méthode naturelle, nous pouvons les citer, c'est la méthode du calendrier. La méthode du calendrier, on va en parler. La méthode du calendrier, on appelle encore la méthode Ogilou, Nox. Il y a la méthode du thermomètre. La méthode du thermomètre. Et il y a la méthode de voilà. Ça, c'est les principales méthodes naturelles qu'on utilise. La méthode du calendrier, beaucoup de femmes utilisent, et on enseigne ça dans nos écoles. Vous pouvez même me dire, ça fonctionne comment la méthode du calendrier? De toute façon, on va dire, alors est-ce que tu ne sais pas comment on utilise les jours de ton cycle? Vous connaissez cette méthode, n'est-ce pas? Alors, quel est le principe de cette méthode? Est-ce que vous me dire le principe? Le principe de cette méthode, je pense, consiste. Le principe de cette méthode consiste à déterminer, à maîtriser déjà le cycle menstruel de la femme. Voilà. À partir de ce cycle, on peut donc commencer à exercer ce qu'on appelle des calculs. Par exemple, si la femme a un cycle de 31 jours, on va le faire moins 14, si j'ai bonne mémoire. Voilà, moins 14, ça te permet de découvrir quelle est la période d'ovulation et de fécondation. C'est à peu près ce que je peux dire. Voilà, donc c'est à peu près cela. Mais sinon, la méthode du calendrier, dans la méthode du calendrier, on s'imagine que le cycle a 28 jours. Hein? On se dit au départ que le cycle a 28 jours. Et que l'ovulation arrive au 14e jour du cycle. Hein? C'est ça qu'on dit généralement. Mais la question que je vais poser ici à nos sœurs qui sont là, à nos mamans qui sont là, alors combien de sœurs ici ont un cycle de 28 jours? 28 jours. C'est-à-dire que de façon que quand tu comptes, voilà, ça tombe 28 jours, et de façon régulière. C'était avant. Moi, je fais ça avant
C'est ce que je disais. Quand j'ai accouché, Oui. le cycle a changé. Oui. Avant, c'était 28 jours. Oui. Mais après les accouchements, le cycle a changé. Maintenant, c'est varié. Voilà. Entre 28 et 32 jours. Entre 28 et 32 jours. Voilà. Et l'autre sœur peut dire merci. Faut marcher avec ça. Mais sinon, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le cycle mensuel est essentiellement variable. Essentiellement variable. Et c'est ça que les gens refusent parfois d'admettre. C'est-à-dire que rares sont les femmes qui peuvent te dire que j'ai un cycle régulier de 28 jours. C'est-à-dire de façon qu'elle sait que son cycle c'est 28 jours. Elle peut déjà faire des planifications sur cette connaissance-là, n'est-ce pas? Le cycle est essentiellement variable. Ce qui est vrai, c'est que l'ovulation arrive à un moment donné du cycle. Parce que voilà, le cycle, par exemple, de façon générale, le cycle va des règles, du début des règles, c'est que le début des règles, à la réapparition des règles. À la réapparition des règles. C'est ça. Début des règles à la réapparition des règles. Donc ça, c'est un cycle. Et quelque part ici, il y a l'ovulation qui apparaît. L'ovulation qui apparaît, là. Et puis, les Billings, par exemple, a pu, dans ses études, dans ses recherches, découvrir que dans le cycle, que le cycle est essentiellement variable. Et que la première partie du cycle, celle qui va du début à l'ovulation, cette partie-là est élastique. Cette partie-ci, c'est élastique. C'est-à-dire que ça peut changer, ça peut être raccourci, ça peut s'allonger. Par contre, la partie-ci, la partie de la femme, c'est cette partie qui fait environ 14 jours. Ça fait environ 14 jours. Alors, si bien que nous verrons par exemple des cycles, dans le cadre de la méthode Billings, on va voir qu'il y a des cycles même de moins de 28 jours, tout comme il y a des cycles de plus de 28 jours. Ouais, donc, pour un cycle de 28 jours, ça veut dire que si un cycle à 28 jours, ça veut dire qu'il y a eu 14 jours dans la première partie du cycle et 14 jours dans la deuxième partie du cycle. Mais, comme nous sommes en train de dire, rares sont les femmes qui ont un cycle régulier de 28 jours. Alors, si bien que quand, par exemple, tu fais cette méthode du calendrier, à cause de la variation du cycle, forcément, la possibilité que tu fasses mal de calcul est plus grande. C'est pour ça que beaucoup de filles ont souvent des problèmes. Des filles qui ne sont pas tranquilles. N'est-ce pas? Elle va, par exemple, elle rencontre son garçon, et lui dit, bon voilà, maintenant ça va, il n'y a pas de problème, on peut aller ensemble. Hein? Mais ils vont ensemble et après, elle revient lui dire, mais écoute, vraiment, elle revient des semaines après lui dire, mais écoute, nous avons eu une relation la dernière fois, mais voilà, je suis grosse. Alors c'est le gars lui-même qui va lui dire, mais écoute, tu m'avais dit que, voilà, que tu étais, hein, il n'y a pas de problème. Alors sûr que tu es allé sortir avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Alors à partir de là, il y a comme un doute sur la paternité. Vous avez déjà vécu des cas comme ça? C'est-à-dire que la fille, elle est comme surprise, n'est-ce pas? Parce que pour elle, elle était sûre que non, elle ne pouvait pas tomber dans ce piège. Mais malheureusement, elle s'est retrouvée. Parce que bon, ici, ouais, j'ai dit que l'ovulation ça peut se produire avant 14 jours, avant les. Ça peut, parce que la partie c'est élastique. C'est la première partie, début des règles à l'ovulation, cette partie est élastique. Ça peut aller au-delà de 30 jours. Ça peut aller au-delà de 30 jours. Tout comme ça peut être moins de 14 jours. Le cycle peut être moins de 28 jours. Ainsi. Donc, c'est pour dire à la fin
que la méthode du calendrier, c'est une méthode à éviter, parce qu'elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Et il y a la méthode du thermomètre. La méthode du thermomètre, c'est par exemple, pour ceux qui utilisent cette méthode, la femme qui utilise cette méthode, elle se donne l'habitude de prendre sa température chaque matin à des heures régulières dans les mêmes conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au début elle a commencé à prendre sa température étant sous la couverture le matin, elle doit le faire étant sous la couverture. Hein? Parce que, si elle sort de la couverture, si elle commence à prendre étant sous la couverture, cette température, elle le fait hors de la couverture, ça peut, elle ne peut être la même chose. Donc, elle prend sa couverture et sa température chaque matin. Hein, elle note quelque part. Elle note quelque part. Et puis, il y a un calendrier, un tableau sur lequel elle note. Et puis, à partir de prélèvements qu'elle prend, elle va se rendre compte à un moment donné, par exemple, il y a comme une chute de la température. Une chute de la température. Et immédiatement après la chute de la température, il y a comme une remontée brusque de cette même température. Alors c'est cette chute et cette remontée qui lui permet de localiser le jour de l'ovulation sur ceci. Donc, si on pouvait représenter ça sur un graphique, ça serait comme ça. Donc, ici par exemple, elle a la barre de 37 degrés 5. La barre de 37 degrés 5. C'est là. Donc, elle prend sa température chaque matin. Donc, elle peut prendre sa température et elle évolue peut-être légèrement en dessous de 37 là. En dessous de 37. Et puis, à un moment donné, la température, elle descend encore un peu plus en bas. Et puis, brusquement, ça remonte au-dessus de 37. Au-dessus de 37. Ça, c'est la barre de 37 degrés. La barre de 37 degrés. Elle prend sa température chaque matin et elle note. Ça, c'est les jours n'est-ce pas, du mois. C'est tout un tableau, elle note sur un tableau. Et puis, elle fait le prélèvement, elle note. Et puis, elle fait le prélèvement un autre jour, elle se rend compte qu'il y a eu comme une chute de température. La température est descendue. Et puis, juste après que la température soit descendue, elle est remontée encore. Alors, c'est à partir de cette chute et de cette remontée, elle peut donc situer, par exemple, situer le moment où l'ovulation a eu lieu. Elle va savoir que son ovulation a eu lieu, par exemple, à partir de cette chute. Vous voyez ça, tu n'as pas. Il y a une chute là, et puis une remontée brusque sur la barre de 37. Ça, c'est la barre de 37 degrés 5. 37 degrés 5, c'est la température normale du corps quand on n'a pas de fièvre. La température normale du corps. Donc, alors, avec cette chute et cette remontée, alors elle peut donc savoir que l'ovulation a eu lieu. Et ici, l'ovulation a lieu, si on peut déjà dans un cycle mensuel, par exemple, savoir à quel moment l'ovulation a lieu, vous savez que là, on peut déjà savoir quoi faire pendant son cycle. N'est-ce pas? Voilà. Donc, la méthode du calendrier, la méthode du thermomètre, c'est une méthode qui n'est pas aussi facile parce que ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent l'utiliser. Parce que déjà, il faut être en mesure de l'utiliser et de tenir un graphique. Alors, vous ne pouvez pas demander à une femme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas lire, une femme qui n'a pas été à l'école, de prendre sa température, de noter et de tenir un graphique. C'est trop lui demander. Donc, c'est pour ça qu'on peut remettre cette méthode-là de côté. Alors, à côté de toutes ces méthodes-là, nous revenons à la méthode Billings. Parce que la méthode Billings, par exemple, c'est une méthode naturelle.
c'est une méthode naturelle et c'est une méthode vraiment qui est la plus facile. Efface-moi le tout. Efface le tout. Voilà, tout ceci, donc, c'était pour nous amener à la méthode Beliefs, pour nous faire voir vraiment quelle est l'importance pour nous de la méthode Beliefs, à partir de pourquoi, ou alors qu'est-ce qui nous amène à vous proposer la méthode Beliefs. La méthode Beliefs, c'est une méthode naturelle. C'est une méthode naturelle et c'est une méthode qui est basée sur l'observation de la glaire cervicale. La glaire cervicale. Elle est basée sur l'observation de la glaire cervicale. Alors, la glaire cervicale, combien de sœurs ici ont vu la glaire? Ou alors connaissent la glaire? Oui, j'ai vu la glaire, elle connaît la glaire. Est-ce qu'elle peut nous expliquer aux autres? Combien de sœurs ont déjà vu la glaire? Combien? Oui. Patricia. Oui, la glaire cervicale, parce qu'il faut expliquer, parce que les frères qui sont là, je suis que beaucoup ne savent pas le passage. La glaire cervicale, c'est le liquide blanchâtre qui s'écoule dans le vagin de la femme. C'est un liquide blanchâtre, effectivement. Voilà. Est-ce que nous ne peut encore l'aider à mieux à nous faire comprendre ça au début? En nous donnant même peut-être une image Donc, oui, voilà. La glaire cervicale, c'est un liquide qui purifie les organes génitaux de la femme. Maintenant, cette glaire cervicale, elle change. Lorsque ça va faire, au départ, ça va être blanc. Donc, avant, au départ, il y aura le blanc. Après, ça va devenir clair comme l'eau de roche. C'est quand ça devient clair comme l'eau de roche. Parce que ça va devenir clair comme l'eau là. Mais seulement que la différence avec l'eau, c'est que quand tu vas toucher, ça est élastique. Oui, voilà, c'est filant. C'est filant. Donc, quand la femme peut-être s'essuie et se rend compte qu'en s'essuyant, c'est clair et c'est comme. C'est visqueux. Là, elle va comprendre qu'elle est dans sa période ovulatoire. Après, dès que la phase ovulatoire finit, ça devient blanc et épais. Donc, ça dépend des femmes. Ça peut devenir épais, mais dès que c'est la période ovulatoire, ça devient clair comme l'eau. Et la différence avec l'eau, c'est que c'est visqueux. Voilà. Donc, tu touches, ça fait les fibres. Ça fait les fibres, voilà. Oui, voilà. Donc, la sœur, elle l'explique vraiment de façon très claire. Mais peut-être que les bien-aimés, beaucoup ne comprennent pas encore très bien de quoi il est question. Alors, si vous ne comprenez pas ce que c'est, prenez un œuf frais d'une poule du village, pas une poule qu'on nourrit artificiellement avec des noix. Un œuf frais, vous cassez l'œuf frais, vous sortez le blanc de l'œuf, vous sortez le blanc de l'œuf. Le blanc de l'œuf se comporte un peu comme la glaire. Ça ressemble même à la glaire. Ça se comporte comme la glaire. Quand vous prenez la glaire, quand vous prenez ça entre deux doigts, vous faites ça par exemple, ça fait un fil entre deux doigts. Ça fait un fil. Combien de sœurs ont déjà vu ça?
Mais depuis, on entend. Mais les sœurs. Où sont les adultes? C'est pour ça que c'est un séminaire pour les adultes. Le pasteur Alors, pose- combien de sœurs, ça m'étonne qu'il y ait des sœurs qui ne connaissent pas ça. Ouais, ils ont- Combien de sœurs on connaît la Claire? Parce que les frères ne sachent pas ce que c'est que la Claire, c'est normal. Parce que ce n'est pas sur le corps de l'homme que cette sécrétion a lieu. Ce sont les sœurs qui observent cette sécrétion de façon, de temps en temps, sur leur organisme. Alors, une fois de plus, combien de sœurs ont déjà vu la Claire? Combien ont déjà vu la Claire? Combien de sont déjà vu la claire cervicale? Voilà. La Claire cervicale. Est-ce que vous savez ce que c'est en dehors de ce que la sœur prostituée vous donne comme explication? Parce que beaucoup pensent que la Claire, c'est une saleté. Il y en a même qui vraiment sont gênés quand elles voient la Claire. Alors ici, nous voulons vous dire à peu près à quoi ça sert la glaire. La glaire cervicale, quand elle commence à se faire voir, donc ça ce sont les découvertes de Billings. Billings c'était un médecin australien. Billings, c'était un médecin australien. Dans ses recherches, il a donc découvert toutes ces choses que nous sommes en train de mettre sur la table ce soir. Alors, la glaire, quand elle commence à se faire voir dans le cycle mensuel, c'est pour dire à la femme, attention, l'ovule est en train de se préparer à descendre. Attention, l'ovule est en train de se préparer à descendre. Et quand la glaire arrête de se faire voir, c'est pour dire à la femme, attention, l'ovule a déjà été libéré. Je ne sais pas si on se comprend. L'ovule a déjà été libéré. Donc l'ovule se trouve déjà dans les voies intimes de la femme. Dans les troncs. L'ovule est déjà dans les troncs en train de descendre. Quand par exemple, la glaire arrête de se faire voir, ça veut dire que l'ovule a déjà été libéré et est en train de descendre. Vous voyez? Et la glaire, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la glaire qui favorise la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Parce que les spermatozoïdes, quand les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin, en l'absence de la glaire, les spermatozoïdes seuls ne peuvent pas franchir le col de l'utérus. Oui. Les spermatozoïdes ne peuvent pas traverser cette barrière tant qu'il n'y a pas de glaire. Parce que la glaire est comme celui qui ouvre la porte et aide les spermatozoïdes à monter pour aller jusqu'à la rencontre de l'ovule. Et en plus, la glaire, par exemple, elle agit. La glaire, par exemple, agit par rapport aux spermatozoïdes. La glaire agit un peu comme l'aimant. Comme l'aimant. L'aimant, par exemple, quand vous rapprochez l'aimant à une lame de rasoir, par exemple, vous voyez comment ça agit, n'est-ce pas? L'aimant a cette propriété d'attirer vers lui la lame de rasoir. Alors c'est la même chose pour la glaire par rapport aux spermatozoïdes. Donc, la glaire, c'est donc cet escalier que ce moyen que les spermatozoïdes utilisent pour pouvoir entrer dans les voies intimes, pour traverser le col de l'utérus, n'est-ce pas? Et la glaire, par exemple, si bien que quand, par exemple, une femme est dans sa période véreuse, elle peut même, sans avoir eu de relation sexuelle, si par exemple elle s'est amusée avec son partenaire et il y a eu éjaculation, même hors n'est-ce pas, du vagin. C'est-à-dire qu'elle a reçu des spermatozoïdes hors du vagin, mais l'entrée, n'est-ce pas, de la vulve.
c'est suffisant pour qu'une grossesse ait lieu. Il n'y a pas eu pénétration, rien, mais rien que le fait que la glaire et les spermatozoïdes se sont rencontrés, c'est terminé. Une fécondation va avoir lieu. Alors, c'est ainsi que, je ne sais pas si vous avez déjà connu c'est l'histoire, c'est-à-dire une fille, par exemple, qui parce qu'elle a utilisé, parce qu'elle utilise les faits de toilette de son frère, a été grosse. Et c'est à l'accouchement qu'on découvre qu'elle est vierge. Hein? À l'accouchement, on découvre qu'elle est vierge. Alors tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment la grossesse, elle a pu être grosse comment. C'est tout simplement parce qu'elle a utilisé les effets de toilette de son frère, de son père. Hein, et dans ces effets de toilette, parfois, il y a des moments où l'homme peut éjaculer, éjacule dans ce témoin, ou bien ainsi de suite. Alors, s'il a éjaculé, et si par exemple, juste après, tu prends la femme, elle prend pour s'essuyer, pour faire ceci, alors elle peut facilement attraper une grossesse comme ça sans savoir comment, sans savoir ce qui s'est passé. Alors, la sœur dit avoir suivi une histoire pareille, elle peut nous en faire un témoignage. Hein, c'est ça? C'est toi? Oui. Non, ça fait longtemps quand j'étais encore au lycée. Oui. J'avais suivi une histoire comme ça où une jeune fille s'était issue avec la serviette de son père et elle est tombée enceinte. Donc elle est tombée enceinte, on ne savait pas qu'il avait engrossé. C'est qu'on a fait l'ADN là, qu'on a découvert que ça provient de son père et on s'est demandé comment. Donc c'est à cette période-là que j'avais suivi une telle histoire. Voilà. Oui, donc c'est des choses qui arrivent. Donc pour dire que la glaire, parce qu'il faut connaître la glaire, il faut savoir prendre des dispositions par rapport à la glaire. Si on veut éviter une grossesse. Si on veut éviter une grossesse, on doit savoir prendre ces dispositions par rapport à la glaire. Voilà. Bien aimé, c'est donc ça le travail de la glaire. Et la glaire, par exemple, elle joue un rôle. Et en même temps, c'est la glaire qui, par exemple, nourrit les spermatozoïdes. Ça nourrit les spermatozoïdes et l'aide à attendre l'ovule. Attendre l'ovule. Ça nourrit les spermatozoïdes et l'aide à attendre l'ovule. Vous voyez? Donc c'est ça, n'est-ce pas, c'est ça le travail de la glaire. Le travail de la glaire. Et ça même, ce que nous sommes en train de dire là, vous pouvez, par exemple, pousser la recherche un peu plus loin. En allant par exemple sur Internet, vous allez découvrir tout ce que nous sommes en train de dire là. Vous allez découvrir tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que aujourd'hui, par exemple, il y a plus de secrets pour celui qui sait comment chercher. Pour ceux qui cherchent, vous allez découvrir tout ça sur Internet. Il suffit seulement de savoir quel mot-clé introduire. De savoir quel mot-clé introduire, alors vous allez découvrir tout ça. Voilà. Donc, la méthode Billings est basée sur l'observation de la glaire cervicale. L'observation de la glaire cervicale, sur l'étude de la glaire cervicale, et elle est fondée sur l'observation des signes corporels. Les signes corporels, la méthode Billings est fondée sur l'observation des signes corporels, et à partir de ces signes corporels, ces signes, par exemple, ces signes que nous appelons les signes corporels, c'est les signes, par exemple, que la femme observe sur elle tout au long du cycle menstruel. Parce que pendant tout au long du cycle menstruel, il y a des observations, n'est-ce pas, des signes qu'elle observe pendant. Il y a des signes qu'elle observe. Et l'observation, par exemple, dans le cadre de la méthode Billings, la femme doit s'observer régulièrement, c'est quotidiennement. Elle doit s'observer. Chaque fois qu'elle s'en va uriner, elle cherche à savoir quelle sécrétion a pu avoir lieu. Pourquoi c'est quand elle va uriner? C'est parce que c'est le moment le mieux indiqué, n'est-ce pas, pour pouvoir faire cette observation. Tu ne peux pas, pendant que tu es au bureau, tu es à la cuisine en train de travailler, dire que je vais aller m'observer, n'est-ce pas? Tu peux donc faire d'une pierre deux coups, attendre, quand tu vas, par exemple, aux toilettes, avant de remonter ta culotte, tu essaies de t'observer
pour voir quelle sécrétion a pu avoir lieu. Et la sécrétion, on ne met pas les doigts dedans, le vagin, mais on passe les doigts entre les deux lèvres. On passe les doigts entre les deux lèvres. On fait le test. On passe les doigts entre les deux lèvres et on fait le test comme ça. Parce qu'en faisant le test de cette manière, c'est pour voir est-ce que c'est la glaire. Parce qu'il y a des sécrétions, il y a plusieurs sécrétions. Et quand c'est la glaire, ça se peut voir, parce que la glaire est vraiment caractéristique. Elle est caractéristique. Voilà, les signes qu'on peut observer. Il y a le premier signe que tout le monde. Il y a les règles. Ça c'est le sang. Les signes qu'on peut observer tout au long du cycle. Le premier signe, par exemple, c'est les règles. Les règles, c'est le sang. À la seule différence que c'est un sang qui ne se coagule pas. Hein, ça ne se coagule pas. C'est la différence avec le sang qui sort de veine. N'est-ce pas? Ça ne se coagule pas. Alors que le sang qui sort de veine, ça se coagule. Bon, et puis maintenant, le signe, c'est par exemple. Il y a un signe qu'on peut appeler grossièrement le PAF. Le PAF, c'est quoi? C'est une sécrétion blanchâtre. Une sécrétion blanchâtre, mais c'est différent de pertes blanches. Parce que les pertes blanches, c'est le résultat d'une infection. Les pertes blanches. Alors qu'il y a le PAF. Un PAF, par exemple, ça ressemble à la bouillie que nous consommons. Une sécrétion qui ressemble à la bouillie que nous consommons. C'est pour ça que, de façon grossière, on a le nom PAF. Voilà. Et notre sécrétion, c'est bien sûr la glaire que nous avons signalée tout à l'heure. La glaire. Et pour compléter, par exemple, dans le cas de la turbulence, quand on s'observe et on le voyait, quand la femme s'observe, elle le voyait, elle dit qu'elle est sèche. Donc on observe la sécheresse. Quand par exemple, elle s'observe, elle voit qu'elle a ramené sur la main, comme elle vient d'uriner, peut-être, elle a ramené sur la main que le reste d'urine, par exemple. Le reste d'urine, c'est de l'eau. Là, par exemple, elle te dit qu'elle est sèche, qu'il n'y a pas eu de sécrétion en tant que telle. Donc, voilà. Et puis maintenant, ces signes, quand on les a observés, on voit, par exemple, on les représente sur le graphique. Il y a un graphique qui contient la femme qui utilise la méthode de Lynch va tenir un graphique. Et puis, sur ce graphique, elle doit représenter tous ces signes, les signes qu'elle observe quotidiennement. Et il y a par exemple, quand elle s'observe et qu'elle voit qu'elle a des règles, sur le graphique, elle note les règles comme elle met un trait rouge vertical. Un trait rouge vertical. Elle note, ça c'est, il faut noter ça comme ça. Après, nous allons vous expliquer en profondeur comment ça se passe. Quand elle s'observe, elle se rend compte qu'elle a eu le PAF. Le PAF, par exemple, il y a le PAF qui vient avant les règles, avant l'ovulation. Il y a deux, je veux dire qu'il y a deux PAF. Il y a le PAF précoce et le PAF tardif. Le PAF qui vient après l'ovulation, on l'appelle PAF tardif. Et le PAF qui vient avant l'ovulation, on l'appelle PAF précoce. Alors le PAF, on le représente, quand c'est précoce, on le représente avec le trait égal rouge. Quand c'est tardif, c'est appelé le trait égal bleu. Alors que la glaire, par exemple, on le représente sur le graphique avec une croix de Saint-André.
comme ça. Donc, comme c'est un peu. Et quand c'est la sécheresse, c'est avec un trait vertical bleu. Avec un trait vertical bleu. Voilà. Donc, c'est ça. Parce qu'il y a un graphique qu'on doit tenir. Il y a un graphique à la page 142. Il y a un graphique à la page 142. Vous voyez par exemple, parce que quand vous utilisez dans cette méthode, vous devez utiliser un graphique optique. Et c'est observé. Alors c'est un cycle mensuel qui a été ainsi représenté. Disons que suivons ensemble, vous avez vu le graphique, on a le mois, il y a les jours du mois. Les jours du mois qui sont indiqués là. Les jours du mois, on a commencé au mois d'avril, à partir du 12 avril. Nous sommes ensemble, vous voyez? On a commencé au 12 avril. 12 avril, on a continué jusqu'à... Merci. Vous avez vu ça? Est-ce qu'on arrive à suivre? Vous avez suivi? Donc voilà un graphique. Donc pour ce qui concerne le mois, vous voyez le mois, vous voyez le mois d'avril. Vous avez vu avril? Et puis en dessous la date, on est 12 avril, et le cycle va de 12 avril, le 12 avril, ce cycle a commencé le 12 avril et s'est achevé le 8 mai. On est ensemble? C'est achevé le 8 mai. Alors, nous voyons par exemple en bas les signes. Les signes. Vous avez vu les signes? Oui, voilà, le 12 avril, cette femme a observé les règles. Elle a observé les règles. Le 13 avril encore, elle a observé les règles. Elle a observé les règles comme ça jusqu'au 15 avril. Vous avez vu? Oui, jusqu'au 15 avril. C'est bon? Jusqu'au 15 avril, elle a observé les règles. Et puis du 16 au 18 avril, elle s'est observée. Elle s'est rendue compte qu'elle est sèche. Elle est sèche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vu, elle n'a rien vu comme signe. Et après, à partir du 19 avril, elle a commencé à avoir une sécrétion. Elle a commencé à avoir le PAF. Le PAF. Elle a vu le PAF comme ça pendant 2 jours. Pendant 2 jours. C'est-à-dire le 19 et le 20, elle a vu le PAF. Et puis, à partir du 21, elle a commencé à avoir la claire. Elle a commencé à avoir la claire. Elle a vu la claire comme ça jusqu'au 23. Jusqu'au 23. Vous avez vu? Elle a vu la claire jusqu'au 23. Et puis, après le 23, c'est-à-dire le 24, elle s'est observée. Elle n'a pas vu, elle n'a plus revu la claire. Elle n'a plus revu la claire. Alors, elle sait, on lui a dit dans le cours que si par exemple, jour suivant, tu t'observes et tu ne revois pas la claire, ça veut dire que tu dois noter les jours précédents comme étant le jour où l'ovulation a eu lieu. Vous voyez donc, son ovulation a eu lieu le 23. C'est pour ça qu'elle est rentrée dans le cas du 23 et a mis une croix supplémentaire sur la croix de ce qui était là, le 23. Vous avez vu? Voilà. Et puis maintenant, elle s'est observée. Elle s'est observée du 24 au 7 avril. Elle s'est rendue compte qu'elle est sèche.
c'est la comme quelle est cette. Vous avez vu les signes, et puis maintenant, les zéros rouges. Les zéros rouges qu'elle a observés, bon, ça, ce sont les jours où, par exemple, pour une femme qui ne veut pas la grossesse, on lui dira par exemple d'éviter tout ce qui est rouge sur le graphique. Tout ce qui est rouge sur le graphique, on lui dira d'éviter toute rencontre ce jour-là. Pour tout ce qui est rouge sur le graphique. Et puis maintenant, elle a évité le 24, le 25 et le 26, elle évite ces jours-là parce qu'elle ne veut pas la grossesse. Et comme le vul est descendu le 23, le vul est descendu le 23, ça veut dire que le vul est déjà en place. Et le vul a environ 24 heures de vie. Environ 24 heures de vie. Alors, donc 24 heures de vie, ça veut dire que le 24, n'est-ce pas, elle s'abstient de toute relation sexuelle. Et comme elle ne veut pas un enfant, pour être sûre, elle ajoute aux 24 heures, n'est-ce pas, 48 heures, n'est-ce pas, donc du 24 au 26, elle évite toute relation sexuelle. Ça c'est pour, si elle est maintenant, à partir du 27, elle est sûre que toute rencontre, n'est-ce pas, avec son partenaire, n'est pas une rencontre à risque. Donc elle peut avoir une relation sexuelle avec son partenaire du 27 au 7 sans problème. Du 27 au 7 sans problème, c'est-à-dire sans difficulté. Enfin, sans problème de grossesse. Nous avons suivi. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, voilà. Voilà. Donc, toute femme, par exemple, qui doit utiliser un méthode Billings doit être en mesure de tenir un graphique comme celui-ci. Doit tenir un graphique comme celui-ci. Au départ, par exemple, vous allez nous dire que c'est compliqué, mais avec l'habitude, de vous dire que ce n'est pas vraiment difficile. C'est pas difficile. Vous observez tout simplement et vous notez. Et après observation quotidienne, vous notez sur le graphique, c'est en fin de journée que vous notez les signes que vous avez observés. Parce que vous pouvez en une journée observer deux signes différents. Parce que cette femme, elle pouvait, par exemple, dans la journée du 20, où elle a observé le pape, et le 21, par exemple, elle peut avoir observé le pape en matinée, et puis la glaire en fin de journée. En fin de journée, par exemple, c'est la glaire qu'elle va retenir. Parce que la glaire, c'est le signe le plus caractéristique. C'est le signe le plus important pour quelqu'un qui veut une grossesse. Voilà. Donc, oui. Ok. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous présente là, je vais vous présenter là sommairement les grands principes de la méthode Billings. Et alors, vous verrez que avec ceci, parce que vous devez d'abord, quand on s'engage à l'utiliser la méthode Billings, on se donne d'abord le temps de maîtriser le graphique. C'est-à-dire être en mesure de faire de bonnes observations et de faire de bonnes notations des signes observés sur le graphique. Et après avoir fait ces notations, vous pouvez donc utiliser le graphique pour obtenir ce que vous voulez dans les signes. Parce que nous avons dit qu'avec la méthode du livre, nous avons dit que la méthode Billings peut aider le couple à faire des espacements volontaires de naissance. N'est-ce pas?
La méthode peut aider donc à faire des espacements volontaires de naissance. Ouais, par exemple, pour un couple qui veut, pour ce qui concerne l'espacement volontaire de naissance, vous voyez qu'avec un graphique comme ça, un couple par exemple qui peut tenir un graphique comme celui-ci, peut déjà être en mesure d'espacer volontairement ses grossesses. Parce que ce couple va savoir à quel moment du cycle se rencontrer, ou bien ne pas se rencontrer selon l'objectif que ce couple va atteindre. Ok? Oui. C'est bon? Ça, ça vous permet de faire des espacements volontaires de naissance, hein, en étant déjà en mesure de bien utiliser les signes que vous avez pu reproduire sur le graphique. N'est-ce pas? Et puis maintenant, la méthode peut également aider le couple. Deuxième avantage, la méthode peut aider le couple peut aider ici le couple à des problèmes de fertilité. Si le couple, par exemple, a des problèmes de fertilité, a des problèmes pour avoir un enfant, et si médicalement c'est prouvé que ce couple n'est pas stérile, si par exemple après examen médical, les médecins ont pu attester que la femme n'est pas stérile, l'homme n'est pas stérile, alors la méthode peut aider ce couple à avoir un enfant. N'est-ce pas? Parce que ce couple peut avoir un enfant. Parce que vous savez, il y a des femmes qui, par exemple, ne peuvent pas concevoir, tout simplement parce qu'elles ont une sécrétion de glaire rare. Parce que la glaire, nous avons dit, c'est un élément indispensable. Parce qu'une femme qui n'a pas de sécrétion de glaire ne peut pas concevoir. Elle ne peut pas concevoir. Et également, une femme qui, par exemple, a une sécrétion de glaire rare, ou réduite, elle peut aussi concevoir difficilement. Alors la méthode, par exemple, Denise, permet par exemple une femme qui s'observe, même si elle a une sécrétion de glaire peu abondante, elle peut, dès qu'elle observe qu'elle est dans sa période de glaire, elle peut organiser une rencontre avec son partenaire et puis elle a son enfant. Elle a son enfant. Donc il suffit seulement qu'elle s'observe et qu'elle sache à quel moment rencontrer son partenaire. C'est pour ça que c'est bon de savoir tenir le graphique. Si vous savez comment tenir le graphique, si vous bien tenir le graphique, vous pouvez, à l'aide de votre graphique, obtenir vraiment ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez voir facilement votre enfant sans qu'on ait à vous faire, par exemple, comment on dit ça, une intervention particulière pour que vous puissiez avoir cet enfant. Bien que parce que vous avez maîtrisé l'observation de vos signes mensuels, alors vous avez pu donc organiser le moment venu, une rencontre avec votre partenaire et vous avez votre enfant. C'est tout. Et puis également la méthode de Billings peut aider les couples à choisir le sexe de l'enfant. Ça peut aider le couple à choisir le sexe de l'enfant. Ici par exemple, ça nécessite un peu plus d'explication. Vous savez, par exemple, la science, par exemple, nous a démontré que la femme a deux chromosomes. Deux chromosomes sexuels, et l'homme aussi a deux chromosomes. La femme a deux chromosomes, X et X. Chez la femme, ces deux chromosomes sont identiques. Alors que chez l'homme a les chromosomes X et Y. L'homme a les chromosomes X et Y. Et ce que Billings a pu découvrir au travers de ses recherches,
c'est que les chromosomes X, par exemple, quand ils sont libérés, ou alors quand par exemple ces chromosomes sont lancés, quand par exemple il y a eu par exemple les spermatozoïdes ont été déposés dans le vagin et que les chromosomes sont lancés comme dans une course vers la rencontre de l'ovule. Les chromosomes X, par exemple, sont lents. Ils évoluent lentement, n'est-ce pas? Mais ils vivent plus longtemps. Alors que les chromosomes Y sont plus rapides, mais meurent vite. Vous voyez un peu la différence? Les chromosomes X vont lentement, évoluent lentement. Vous voyez, vous avez déjà vu une femme sur la rue du marché, n'est-ce pas? Elle prend tout son temps. Elle va doucement. Elle ne s'empresse pas. Hein? Voilà. Alors que quand un homme hein, quand il veut aller faire ses affaires, à moins qu'il soit peut-être malade. Oui. Il court. Oui, il est toujours pressé, là, toujours pressé. Et c'est comme ça que l'homme va vite, mais en même temps, il meurt vite. Il meurt vite. Voilà. Parce que et c'est comme ça. Et Denise a donc découvert cela. Et il s'est dit donc à partir de cette découverte, il peut organiser, s'arranger à ce que un couple puisse avoir une fille ou un garçon. Oui, une fille ou un garçon. Parce qu'il suffit, par exemple, ayant par exemple un graphique comme celui-ci. Vous pouvez, si par exemple la femme, si cette femme, la femme qui utilise le graphique de la page 149, là. Nous prenons par exemple le graphique de la page 149. Alors si cette femme est d'avoir une fille, si l'objectif de cette femme est d'avoir une fille, qu'est-ce qu'elle doit faire? Cette femme, par exemple, elle va avec son partenaire. Bon, ça, suivez bien le graphique, n'est-ce pas? Bon, cette femme, elle veut une fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rencontrer son partenaire, par exemple, le 21 ou le 22. Elle rencontre son partenaire le 21 ou le 22. Oui, le 21 ou le 22. Et puis après cette rencontre du 21, elle s'abstient de toute autre relation sexuelle jusqu'au 26 du mois d'avril. Vous voyez un peu ça? C'est clair parce que... Non, je ne comprends pas parce que vous savez dire 21. Oui. Donc il y a la croix. Oui, c'est le rapport sexuel des 21 c'est le projet ou l'objectif de cette femme, c'est d'avoir une fille. Ah, ok. Elle veut avoir une fille. Okay. Oui, donc voilà, elle s'arrange avec son partenaire, elles ont une relation sexuelle, par exemple le 21. Oui, le 21. Le 21. Et après cette relation sexuelle qu'elle a le 21 avec son partenaire, elle s'arrange, ils s'entendent à ne pas avoir autre relation sexuelle jusqu'au 26. Jusqu'au 26. Ils n'ont plus de relation sexuelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, les spermatozoïdes qui ont été déposés dans le vagin le 26, avant que l'ovule, oui, ont été déposés le 21, n'est-ce pas? Les spermatozoïdes ont été déposés dans le vagin le 21, oui, mais alors, avant que l'ovule ne descende le 23, les chromosomes Y seraient déjà morts.
Oui. Les chromosomes Y seraient déjà morts. Oui. Ça fait déjà plus de 24 heures. Oui. Le chromosome Y c'est déjà mort. Alors si l'ovule qui descend donc le 23 n'aura en face de lui que des chromosomes X. C'est bon? L'ovule aura en face de lui rien que des chromosomes X. Et c'est un chromosome X qui va féconder l'ovule. Et si c'est un chromosome X qui féconde l'ovule, ça veut dire que c'est une fille qui va naître. C'est bon? Parce que, on retournait encore au congrès de Parce que le silence aussi, c'est comme si ça ne passe pas. Bon, nous sommes tous à la page 149, n'est-ce pas? Nous sommes en train de suivre le graphique. Ce graphique est de la page 149. Et nous voyons par exemple ici à partir du 21, c'est la glaire qui a commencé à se faire voir. N'est-ce pas? Vous avez vu? Vous avez vu, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble. C'est la glaire qui a commencé à se faire voir le 21. Alors cette femme avec son partenaire, ils veulent une fille. Ça, c'est leur objectif. Ils veulent une fille. Alors ils s'arrangent, ils ont une relation sexuelle le 21 en début de glaire. En début de la glaire, parce que nous avons dit que la glaire, c'est la glaire qui organise la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Oui. Ils ont une relation sexuelle le 21. Et ils s'abstiennent, après cette relation sexuelle de 21, ils n'ont plus de relation sexuelle jusqu'à l'arrivée de l'ovule, jusqu'à la libération de l'ovule. Et même après la libération de l'ovule, ils s'abstiennent de toute relation sexuelle jusqu'à 3 jours après, jusqu'au 26. Jusqu'au 26. Et ça, c'est pour donner toutes les chances au chromosome Y de mourir, avant que l'ovule ne descende. Alors, si bien que, parce que comme nous avons dit que le chromosome Y meurt vite. Alors, l'ovule qui descend donc le 23 n'aura en face de lui que des chromosomes X. Et si c'est un chromosome X qui féconde l'ovule, ça veut dire que c'est une fille qui va naître. C'est bon? C'est une fille qui va naître. Voilà. C'est bon pour la fille? C'est bon? Voilà, maintenant le couple veut plutôt avoir un garçon. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le couple fait pour avoir plutôt un garçon? Alors ici, le couple va avoir un garçon. Le couple peut attendre, par exemple, le jour même de l'ovulation, c'est-à-dire le 23. C'est-à-dire qu'il attend que l'ovule soit déjà là. Et l'ovule étant déjà là, si le couple a une relation sexuelle, cela veut dire que l'ovule aura en face de lui X et Y qui seront en compétition, mais les chances seront données plutôt à Y parce que Y est plus rapide. Donc c'est un Y qui va arriver le premier à l'ovule et qui va féconder l'ovule. C'est bon? Je ne sais pas, est-ce que tous nous suivons un peu ça? C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. Mais ce qui est vrai, c'est que vous ne pouvez pas commencer l'utilisation de la méthode en voulant déjà faire le choix du sexe. Donc, ça ne va pas marcher. Cherchez d'abord à maîtriser la méthode au travers de l'utilisation du graphique. C'est-à-dire un bon graphique. Si vous êtes en mesure de faire un bon graphique, vous pouvez donc, pendant le cycle mensuel, obtenir ce que vous voulez. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez à partir de la maîtrise du graphique. Vous obtenez tout ce que vous voulez. Donc, voilà, le choix du sexe, c'est aussi simple que cela. C'est moins simple. Mais au quartier, les gens vont vous dire, bon, il faut manger ceci, il faut manger cela, parce que c'est pas ça. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que la science nous démontre ici. C'est pas ça.
Billy, c'est un scientifique, c'est pas un charlatan de quartier. N'est-ce pas? C'est pas un charlatan, c'est un scientifique qui nous parle de ces choses. Donc, c'est des choses qui sont prouvées. Et nous avons nous-mêmes déjà eu à utiliser tout ce que nous sommes en train de vous expliquer là. Nous avons dit que nous avons 6 enfants. Nous avons 4 garçons, 2 filles. Et chacune de nos 2 filles est l'aînée de 2 garçons. Chacune de 2 filles est l'aînée de 2 garçons. Voilà, donc, ça par exemple, c'est une méthode, je dirais, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a vraiment, qui continue de nous aider, parce qu'elle peut vous témoigner, elle n'a jamais eu à utiliser des produits contraceptifs. Elle n'a jamais eu à utiliser des produits contraceptifs. Donc, c'est une grâce. C'est une grâce, parce que nous avons, dans la première partie de notre exposé, nous avons montrer tout le côté nuisible des contraceptifs dans le reste de la femme. C'est la femme qui paye le plus fort dans l'utilisation des contraceptifs. C'est elle qui souffre dans tout ça. Voilà. Et c'est donc ça la biopilose. Et nous pouvons, par exemple, ajouter à tout ceci quelques avantages de la méthode. Parce que la méthode, par exemple, de biopilose, le couple qui utilise la biopilose n'a pas de dépenses à faire. Donc, vous n'irez pas à la pharmacie chaque mois pour acheter ceci, pour acheter ça. Vous êtes épargné de tout ça. Vous êtes épargné de tout cela. Donc, il n'y a pas à acheter, il n'y a rien à introduire dans le corps. Donc, le corps est préservé. Hein? Il n'y a pas de... Et puis, autre avantage, c'est que c'est une méthode qui est moralement acceptable par tout le monde. Que tu sois chrétien ou musulman, c'est une méthode qui ne fait mal à personne. Ça ne fait mal à personne. Parce que ça ne va contre aucune loi morale. Contre aucune loi morale. N'est-ce pas? Donc c'est économique. C'est moralement acceptable, c'est simple parce que toute femme, que tu aies été à l'école ou pas, tu es en mesure d'utiliser cette méthode. Parce que l'observation de la glaire, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir été à l'école pour reconnaître la glaire. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école. Parce que la glaire est caractéristique, n'est-ce pas? C'est une sécrétion caractéristique. Et puis, donc, c'est une méthode simple, une méthode économique, une méthode moralement acceptable, une méthode qui est vraiment très utile, très avantageuse, pour la couple. Voilà, et nous avons, je peux dire que nous sommes un témoignage vivant de l'utilisation de cette méthode-là. Donc, pour les sœurs qui sont là, si vous avez des soucis dans l'utilisation de la méthode, vous rapprochez d'elle, parce que les femmes comprennent mieux cette méthode-là que les hommes. Hein. Parce que toutes les sécrétions dont nous faisons état ici, c'est le corps de la femme qui sécrète ces sécrétions-là. Donc, elles sont en mesure de mieux comprendre ces choses que les hommes. Elles sont en mesure de mieux comprendre. Ouais. Peut-être que j'avais une proposition, parce que ce que papa dit est très pertinent. Et si on pouvait donner même 10-15 minutes à maman pour qu'elle explique ça avec le langage des femmes, que les femmes Voilà, peut-être. Bon, ce que j'aimerais ajouter à la suite de papa, c'est que d'autres avantages de la méthode. Cela encourage le dialogue dans le foyer, l'harmonie conjugale, parce que le graphique se tient à 2. Le principe, c'est que lorsque la femme s'est observée, le soir, elle dit à son époux le signe qu'elle a observé, et c'est l'époux qui note dans le cahier. Et là, ça discipline aussi le couple.
ça fait que, selon l'objectif que le couple veut atteindre, l'homme sait que l'homme, la femme, savent que à ce moment précis, je n'ai pas le droit d'avoir besoin de mon conjoint sexuellement, selon l'objectif que nous nous sommes fixés. Si notre but c'est d'éviter une grossesse, pendant qu'on remplit au cahier et que les deux se rendent compte que la femme est à sa période féconde, ça donne à chacun de comprendre qu'il ne doit pas penser au sexe. Parce que s'il pense au sexe, ça fauche leur, je ne sais pas trop quoi, leur objectif, n'est-ce pas? Et ça mène aussi à comprendre que non, à ce moment, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, on a parlé des règles, on a parlé de PAF tardif, on a parlé de la glaire, du PAF précoce, de la sécheresse. Bon, comme on l'a expliqué, le PAF précoce, c'est le PAF la sécrétion qui vient, la sécrétion vaginale qui vient avant l'ovulation. Et comme le père a dit, c'est comme la bouillie. Certains appellent ça perte blanche. La perte blanche de la maladie. Mais pour ce qui est de l'ovulation, parce que c'est un signe. Quand cela commence, quand le PAF précoce commence à se faire voir. Bon, il a dit que quand même la femme part uriner, puisqu'on s'observe après avoir uriné, les doigts peuvent être sales. On peut chercher les lotus ou le papier hygiénique. Pour ne pas faire de confusion sur les signes, on peut chercher les papiers hygiéniques de couleur. Mais quand c'est blanc et qu'on a une sécrétion blanche, ça ne se voit pas comme il faut, comme cela se voit. Mais avec un papier hygiénique de couleur, cela permet de bien voir, de mieux voir la sécrétion qui a eu lieu. Donc quand la femme finit, elle utilise le papier hygiénique ou le lotus, elle s'essuie et elle observe. Bon, ça commence par la glaire. Chez certains, chez d'autres, c'est la sécheresse. Elle voit les urines, ce n'est que l'urine qu'elle voit, soit sur les doigts ou sur ce qu'elle aura utilisé, soit le tissu ou le papier hygiénique. Et au fur et à mesure qu'elle approche de l'ovulation, parfois elle peut voir le PAF précoce. Et au fur et à mesure qu'elle avance vers l'ovulation, ce PAF précoce s'épaissit et devient élastique. Donc quand on fait ça, c'est le test d'élasticité. On peut le faire avec les doigts. Je vais oublier d'apporter les documents sur lesquels on voit bien les doigts de femmes en train de faire leur test d'élasticité. Donc si elle prend entre les doigts, elle peut faire le test avec les doigts. Elle peut faire le test avec ce qu'elle aura choisi, le tissu papier hygiénique. Quand donc la période de l'ovulation est déjà vraiment proche, la glaire devient transparente. Et de façon, quand tu prends au bout du doigt, ou bien quand tu prends entre les doigts ou bien sur le dessus, tu peux tirer, c'est juste un fil, un mince fil, ça ne se coupe pas. Ça ne se coupe pas quand l'ovulation est proche. Tu peux même soulever le doigt bien haut. Tu vas voir un fil entre tes doigts ou bien sur le plastique. Et dès que l'ovulation a eu lieu, déjà aujourd'hui, si mon ovulation a eu lieu aujourd'hui, je ne peux pas déjà connaître, je ne peux pas savoir qu'aujourd'hui c'est mon jour d'ovulation, c'est le lendemain donc, quand je n'aurais plus vu la glaire. Et très souvent, quand l'ovulation a déjà eu lieu, immédiatement, la glaire change, l'aspect de la glaire change. Ça devient encore comme le PAF, mais c'est cette fois élastique, mais pas trop, mais c'est épais et blanc. C'est épais et blanc. Et après, on peut encore entrer dans une période de sécheresse avant le retour des règles. Donc le cycle, un cycle part du premier jour des règles au premier jour des règles suivantes. Comme il vous a montré dans vos vies. Bon, je ne sais pas, je crois que, à moins qu'il y ait des questions. À moins qu'il y ait des questions. Je sais pas.
Et quand on dit que si on veut une fille, on fait le rapport une fois et on arrête, c'est pour ne pas multiplier les Y qui sont déjà détruits. Parce que après le rapport, comme on a dit, les Y sont rapides. Ils courent vers l'ovulation. Ils courent vers l'ovule. Et quand ils arrivent, ils trouvent que voilà, c'est ça. Vous avez vu entre les doigts, la glaire cervicale, comment cela se présente. Voilà le test d'élasticité. Je ne sais pas si tu vois ça. Il y a une réaction de la salle, une question, une incompréhension, je ne sais pas. Parce qu'en réalité, nous voulons, au terme de tout ici, que chacun puisse devoir rentrer avec quelque chose. Que chacun rentre avec quelque chose et que chacun rentre avec des souvenirs de ces 2 jours que nous avons eus devant le Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas venir devant le Seigneur comme ça et rentrer dans le vide. Il faut que chacun rentre avec quelque chose qui soit une bénédiction pour la famille. Nous sommes à la séance des questions.